Chers collègues, mesdames, messieurs, bonsoir. Alors, je vais en quelque sorte vous présenter deux récits par lesquels il nous est possible de nous figurer l'avenir. Deux récits qui sont très présents sur la scène médiatique. Vous allez voir, très différents l'un de l'autre. Le premier récit est une sorte de continuation du récit antérieur du progrès. On pourrait dire que c'est le récit mainstream. Si on insiste un peu, on pourrait dire que c'est le récit transhumaniste, mais en tout cas, il consiste essentiellement d'une saga technologique. L'autre est le récit écologique. Et je vais tout de suite attirer votre attention sur le fait que pour chacun de ces récits, il y a une face claire, de l'ordre du rêve, et une face sombre, de l'ordre du cauchemar. Mais dans l'un et dans l'autre, elles ne s'articulent pas de la même manière. Très rapidement, mais je vais revenir à satiété. Grosso modo, ce récit mainstream, ce récit transhumaniste, c'est celui sur lequel nous sommes promis à une mortalité. Ça, c'est le côté rêve. Et puis, dans le côté cauchemar, il y a le fantasme du déclassement, le fantasme du devenir autonome des techniques qu'on aurait par ailleurs engendrées, le fantasme d'un dieu artificiel, un artilecte, qui viendrait en quelque sorte nous dominer. Côté récit écologique, la face claire, c'est le retour à une forme d'harmonie à la nature. Alors on va développer ça, rassurez-vous, on ne va pas en rester là. Le côté cauchemar, ça dépend ce qu'on regarde. Si je regarde le côté très physique des choses, je dirais que le côté cauchemar, c'est une planète chaude. Une planète chaude, c'est effectivement la trajectoire sur laquelle nous sommes, c'est-à-dire une trajectoire avec une augmentation de la température de plus de 3 degrés à la fin du siècle. C'est donc une planète étuve qui très probablement ne pourrait accueillir peut-être au mieux qu'un milliard d'hommes. Si je vois le côté social, eh bien, je verrai plutôt le côté effondrement. Là, on est dans la phase sombre. Alors, dans le premier, le récit transhumaniste, le rêve et le cauchemar sont indissociables. Ils ne présentent pas une allure séquentielle. C'est le développement même qui pourrait nous amener à mortel, qui pourrait produire, si vous voulez, une intelligence artificielle qui nous surclasserait. Il n'y a pas, encore une fois, on ne passe pas de l'un à l'autre, les deux sont complètement entremêlés. Côté récit écologique, au contraire, on a plutôt affaire à une séquence, mais on peut choisir la séquence que l'on veut. On peut imaginer tout d'abord une harmonie qui se termine en effondrement, en planète chaude. On peut au contraire imaginer un effondrement et puis finalement un retour à une forme d'harmonie. Donc en tout cas, ce n'est pas les deux en même temps. C'est l'un après l'autre, mais on peut varier en quelque sorte, si vous voulez, la priorité. Donc dans les deux cas, on a un avenir ambivalent, une forme d'incertitude sur ce que pourrait être l'avenir entre la face sombre et la face claire. Mais ce qui est commun à toutes ces deux figurations du futur, c'est le fait de recourir à un récit. Alors je vais tout d'abord m'appesantir un petit peu sur cette notion de récit. Alors, très simplement, il y a récit lorsqu'on met en scène des personnages dans un temps linéaire, et lorsque l'on noue en quelque sorte une intrigue pour la dénouer, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une série d'actions avec une forme de commencement et une fin, une forme de dénouement. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il n'y a récit, et même en dépit de tout ce que je pourrais vous dire sur la réinscription de l'humanité dans la nature, il n'est clair qu'il n'y a de récit que lorsqu'il y a des symboles. Et manifestement, même les travaux d'éthologie sur lesquels je reviendrai n'ont pas en quelque sorte détrôné le côté quasi exclusivement humain des symboles. On a bien, dans les années 70, cherché à faire apprendre à certains singes, dont certains sont devenus d'ailleurs célèbres, une
forme de pré-apprentissage des symboles, mais ça restait rudimentaire. Ça permettait par exemple à une guenon d'insulter de façon tout à fait originale et absolument créative son anthropologue, mais vous n'auriez jamais vu une guenon se cacher quelque part pour lire Kant, hein, que la chose soit claire. Donc le symbolique reste proprement humain. Mais le symbole, c'est ce qui vient coiffer, si on reprend Peirce, la triade, si vous voulez, des signes, avec les icônes, les indices. Alors d'abord les indices, ensuite les icônes, et ensuite les symboles. Et effectivement, les symboles humains s'enracinent dans cette profondeur des signes et s'enracinent dans la sensibilité et très probablement dans l'animalité. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne permettent pas de franchir une petite marche supplémentaire. Alors, on a tendance à voir dans les symboles des conventions arbitraires. Des travaux récents nous ont montré que ce n'est pas aussi simple. Les symboles s'enracinent dans le sens et dans l'expérience sensorielle de l'humanité. En revanche, effectivement, ils permettent un degré d'abstraction que ne permettent évidemment pas les autres signes. Ils sont, je viens de vous le dire, grosso modo propres aux humains, même si on a cette espèce de frange, toujours, puisqu'on n'a pas de différence de nature entre l'humain et le non-humain. On a des degrés, mais là, on a une sorte de degré supplémentaire. Et ces symboles se caractérisent par deux pouvoirs qui sont totalement symétriques, mais connexes. L'un, c'est un pouvoir de différenciation. C'est d'ailleurs un des repères qu'on a pour essayer de discerner le moment à partir duquel l'humanité a eu accès aux symboles, probablement l'Aurignacien, il y a une cinquantaine de milliers d'années. D'un seul coup, on voit les objets se différencier. Et on imagine que, et c'est une différenciation très importante des objets d'une ère à une autre, on a donc un développement des cultures. Les cultures sont aussi propres au monde animal, mais là on aurait un surdéveloppement de l'aspect culturel. Et on a un autre aspect, alors très important pour notre affaire de récit, eh bien ce que les symboles ont le pouvoir de rassembler des communautés très importantes. Les symboles ont le pouvoir de réunir au sein d'une communauté, d'une unique communauté, des millions d'êtres humains. En revanche, et ce pouvoir-là n'a pas été engendré sans doute de façon très très rapide. Quand on regarde le procès d'hominisation, et même quand on remonte jusqu'à un certain degré dans la préhistoire, les groupes humains n'ont probablement jamais dépassé peut-être la vingtaine d'individus. Et tous nos ressorts en humanité ont été forgés dans ces petits groupes. Mais justement, les symboles ont permis de dépasser cette espèce de limite et de construire des communautés beaucoup plus larges. Et quand je vais vous parler maintenant de récits, eh bien c'est évidemment en ce sens-là à propos de communautés beaucoup plus larges. Cela dit, sans récit, je n'ai pas d'identité personnelle, individuelle, je suis finalement ce que je suis capable de raconter de moi-même. Et surtout, sans récit, il n'y a pas de grandes entités historiques, les religions, les nations, les partis, les syndicats. Tout ça exige, même les corporations, les architectes, ça exige un récit commun. Il n'y a pas de communauté humaine sans récit. Avec du calcul seul, avec de la raison seule, on n'a pas d'humain. D'où le côté très décalé de l'expression d'ailleurs, intelligence artificielle. Or, depuis le début du christianisme, eh bien, nous sommes dans une certaine forme de récit, et vous allez voir avec les deux récits que je vais opposer, on ne sort pas du tout d'une matrice extrêmement importante, qui est la question du salut. Que l'on se tourne du côté du transhumanisme ou que l'on se tourne du côté du récit écologique, dans les deux cas, on a affaire à une histoire de salut. Alors, je ne vais pas vous reprendre toutes les variations que le christianisme a engendrées sur cette histoire de salut, mais on a au moins une matrice commune, on a l'idée d'une création des êtres humains, d'une sortie du paradis, d'une confrontation à la finitude, à la mort, à la violence, et puis justement, la promesse d'une sortie,
la promesse d'un salut, la promesse d'une guérison, et toute l'histoire occidentale c'est tissé autour de cette principale trame, et on la retrouve avec les Lumières, hein, si vous regardez Condorcet et l'esquisse d'un tableau des progrès historiques, si vous regardez du côté du marxisme, on a un prolétariat qui joue le rôle de Christ, qui n'était rien et qui va devenir tout, et qui est le négatif, qui va changer l'histoire, etc. Et pour la sauver, pour sauver l'humanité, on a toujours cette trame chrétienne, et là, franchement, nous n'en sortons absolument pas. On va le voir maintenant. Alors, tournons-nous maintenant du côté du récit transhumaniste, si je veux vraiment insister, mais en fait, c'est le récit mainstream, de façon plus simple. Il est inséparable parce qu'il est une sorte d'accentuation, de réaffirmation, mais renforcée, du récit qui fait l'Occident depuis, disons, le début du XVIIe siècle, c'est-à-dire le récit du progrès. Ce qu'on entend par progrès, par l'idéologie du progrès, c'est l'idée selon laquelle l'avancée des sciences débouche sur des possibilités techniques qui vont notamment s'exprimer au travers de l'industrie et qui sont censées nécessairement, et c'est là qu'est l'idéologie du progrès, c'est dans l'adjectif nécessairement, qui sont censées nécessairement déboucher sur une amélioration de la condition humaine. C'est en quoi on retrouve l'aspect salvifique, si vous voulez. Alors, avec le transhumanisme, à la fois on ajoute, on précise, on radicalise, on hyperbolise cette idéologie du progrès. Et là, on va retrouver les deux faces, hein, la face positive et la face négative. Alors, effectivement, je rentre un petit peu plus dans le détail que je ne l'ai fait tout à l'heure. Dans l'aspect positif, enfin qui se présente comme tel, pas sûr qu'il le soit. N'oubliez pas que le grand souci de Dracula, c'était qu'il ne pouvait pas mourir. Mais enfin, le rêve transhumaniste, c'est la mortalité. Hein, c'est évidemment pas l'immortalité. Pour être immortel, il faudrait n'être jamais né. Là, le jour où vous m'aurez trouvé une technique qui vous permet de ne pas être né, venez me voir. C'est d'ailleurs tout à fait paradoxal si vous comprenez ce que je viens de dire. Donc, c'est la mortalité, le fait de différer indéfiniment, pensons au moins longuement, la mort. Ensuite, évidemment, c'est l'homme augmenté dans ses capacités sensorielles, dans ses capacités intellectuelles. Bon. Ensuite, alors ça c'est très important, c'est l'arrachement à la Terre et la conquête du cosmos. Dans l'imaginaire contemporain, c'est déjà parti. On va aller sur Mars. Et évidemment, sur Mars, comme vous le savez, il y a une atmosphère qui est peu propice à la vie. Il n'y a rien à respirer sur Mars, rien à manger, peut-être à boire, mais bon, il n'y a rien à boire, ce qui pour un architecte ne doit pas être tout à fait fascinant, mais simplement pour attirer sur la contradiction du rêve, si vous voulez, ce que les gens prétendent, c'est qu'on va terraformer Mars. Alors, je vous rappelle que la terraformation de la Terre, ça a duré 1 milliard d'années. Ça nous plonge quand même dans une temporalité un peu inquiétante. Et puis, c'est assez curieux comme projet d'être incapable de préserver la Terre, de la déterraformer, pour ensuite prétendre terraformer une autre planète. Je vous laisse songer à la cohérence du rêve. Alors, on est vraiment dans la ligne de la modernité. Ce qui a caractérisé la modernité, c'est qu'elle a attendu des techniques autre chose que la définition qu'on en trouve chez les classiques. Chez Platon, chez Aristote, les techniques, ce sont les arts utiles à la vie. C'est-à-dire, ce sont les moyens qui nous permettent d'aménager nos existences, de les rendre moins dures, plus confortables, etc. Non, avec les modernes, on sort de cette idée classique de la technique, et tout de suite, on attend des techniques qu'elles métamorphosent la condition humaine. Et ça, c'est dès les débuts de la modernité. C'est déjà très différent. Ce en quoi il y a une véritable continuité avec le projet transhumaniste. Alors, pour le côté négatif, on a l'idée d'un déclassement. Il y a un auteur en France qui se répand souvent sur les ondes, qui est, je crois, Laurent Alexandre. Dès qu'on l'entend, c'est terrible, hein, c'est un flot de menaces.
Si vous n'avez pas un QI de 180, vous serez au chômage, vous allez perdre vos savoir-faire, perdre votre travail, etc. Et alors, le fantasme du déclassement va jusqu'au fait que finalement, la part de l'humanité qui ne voudra pas se transformer avec ce genre de technique, eh bien, sera ravalée à l'animalité, etc. Il y a dans la phase négative le devenir autonome de ces techniques. Alors, c'est très curieux parce qu'en même temps, on fait tout pour qu'elles le deviennent. Et quand aujourd'hui vous avez du deep learning, ben, c'est une boîte noire, on ne sait pas pourquoi on va aboutir à tel ou tel résultat. Il y a l'idée effectivement, alors on va pousser jusqu'au bout l'idée du surclassement, on a l'idée d'une transcendance, hein, c'est les fameux artilectes d'Hugo de Garis, par exemple, des espèces de, si vous voulez, une intelligence tellement développée qu'elle en deviendrait d'une certaine manière divine. Donc, alors évidemment divine, mais alors, nous du coup on n'est plus divin, hein, on est évidemment rabassé au prorata. Alors, on retrouve évidemment tout ça, l'idée de salut à des degrés différents. Il s'agit de remédier à la finitude, donc de remédier à la maladie, de remédier à la mort, et de remédier à la destruction collective. Hein. C'est l'idée de singularité, le fait que finalement, en développant ces techniques, elles vont se croiser et aboutir à une espèce de génie technologique qui, lui, ne connaîtrait plus aucune limite. Alors, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre la phase sombre et la phase claire, entre le côté damnation et le côté salut, ben, l'entrelac et la confusion est parfaite. Hein, est parfaite. Alors, imaginons effectivement que on soit... En plus, ces gens-là ne sont même pas dans la continuité. Ils imaginent qu'on va passer une espèce de seuil et que les choses vont s'accélérer. Mais simplement, si on imagine, c'était calculé par un physicien français qui s'appelle Gabriel Chardin, qu'on ait une croissance de 2%. La croissance de 2%, je vous rappelle, c'est celle qu'on a connue, grosso modo, de 1870 à 1920 pour les États-Unis, de 1870 à l'après-guerre pour l'Europe. En quelques siècles, on a détruit toutes les ressources de la Terre, là on n'est pas très très loin, mais en 6000 ans, on a détruit les ressources de l'univers dans un rayon de 10 milliards d'années-lumière. C'est la magie des exponentielles. Donc, cet imaginaire est un imaginaire de la destruction radicale. Effectivement, les activités humaines débouchent nécessairement sur la destruction de toute forme de données. Alors déjà, le données terrestre, et puis ensuite le données cosmique. On est sur un rêve avec une négativité qui est complètement folle. Alors, ne serait-ce que déjà ça. Le côté positif et le côté négatif sont difficilement discernables. Et on a vraiment le cœur de la modernité, c'est-à-dire que le donné naturel n'a pas de valeur en soi, il ne vaut que pour autant qu'on l'exploite et qu'on le détruise. Et on va jusqu'à une destruction de la planète, enfin du cosmos lui-même. Alors, pour vous montrer aussi une autre forme de continuité avec la modernité, j'ai trouvé ça dans un livre très récent sur le transhumanisme, je trouve, d'Olivier Rey, qui rappelle des propos que Renan tenait dans ses dialogues philosophiques. Et Renan défendait alors l'idée de l'invention de machines terribles, octroyant à quelques privilégiés de la raison, évidemment, vous en doutez bien, le moyen de détruire la planète. Nous y sommes. Mais son idée était la suivante, c'est que ce moyen de détruire la planète, c'est ce qui permettrait, n'oubliez pas qu'à l'époque, on est obsédé par la question sociale. On a peur des masses et des foules. Donc l'idée de Renan, c'est qu'avec ce pouvoir de détruire, eh bien, cela permettrait aux élites de régner par la terreur absolue, c'est son expression. Il s'agirait, dit-il, d'infliger au peuple, je cite, des douleurs atroces, un enfer scientifique, pour être sûr d'en être craint. Quand vous commencez à gratter certains discours transhumanistes, on n'est pas très très loin de cet imaginaire à la Renan. Et de façon générale, derrière, vous avez tout simplement, je vous ai dit, c'est simplement le récit mainstream. C'est le récit néolibéral. Le transhumaniste en étant qu'une sorte de légère, et de plus en plus légère, hyperbolisation.
vous avez la compétitivité qui est érigée en principe absolu, cardinal. Pour ce faire, il faut réduire au maximum la régulation des États, parce que sinon vous n'avez pas le libre jeu absolu de la compétitivité. Il faut pouvoir étendre indéfiniment la sphère de la marchandisation, l'étendre au corps, on l'a dit, l'étendre à l'esprit, on l'a dit aussi, et puis l'étendre à la nature. Il ne faut que rien ne résiste à l'exploitation et à la transformation humaine. Donc on est tout simplement là dans l'expression du rêve moderne. Le rêve moderne, c'est celui d'un arrachement permanent à la nature et de la substitution à tout ce qui peut être spontané par de l'artificiel, par de l'artefact. Et donc on détruit le capital naturel et on lui substitue du capital reproductible. C'est la définition même de ce qu'on appelle la durabilité faible. Alors évidemment, c'est l'idéologie des GAFA, si vous voulez, mais en fait, elle est présente dans tous les labos aujourd'hui. Chez beaucoup d'industriels, ça n'est jamais que le mainstream. Alors, s'oppose à ça un autre récit, qui est le récit écologique. Alors, lui aussi est en continuité avec ce thème du salut, donc avec cette matrice chrétienne. Mais en même temps, là où tout à l'heure on avait une sorte de continuation de la modernité, de réaffirmation, plus soutenue, hyperbolique, mais on est vraiment, et je pense vous l'avoir montré, dans la continuité moderne. Là, au contraire, avec le récit écologique, eh bien, c'est pas simplement un autre récit, c'est un récit qui est en rupture avec le paradigme dominant qui porte toujours le récit mainstream dont je vous ai parlé tout à l'heure. En fait, ce récit écologique est en rupture avec le paradigme moderne, je vais y revenir. Mais voyons bien que là, on a là aussi affaire à une question de salut. Déjà, l'objectif, c'est le bien-être, c'est la santé. Mais les moyens, effectivement, sont très différents. Cette fois-ci, ce n'est pas le fait de surmonter la mort et la finitude, c'est de les reconnaître. Il en va aussi technique, mais les techniques sont alors différentes. Ça va du low-tech à l'agroécologie, la permaculture, l'ingénierie écologique, etc. On en reparlera un petit peu. Et donc, on est bien là. Et l'idée, c'est, effectivement, nous sommes menacés d'effondrement, mais la pratique, ou ces pratiques du soin, en quelque sorte, pourraient, soit, dans un cas, nous épargner l'effondrement, soit, dans l'autre cas, si nous n'y parvenons pas, eh bien, nous permettre de se reconstruire après. Encore une fois, on a le côté séquentiel dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est très important, me semble-t-il, de bien rappeler qu'on est là alors sur une rupture de paradigme. L'argent, la puissance sont du côté du récit mainstream, mais en revanche, la force souterraine et l'ampleur des racines et le réseau racinaire sont du côté du récit écologique. C'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant. Vous allez voir que, évidemment, il nous amène à nous représenter différemment la nature par rapport à la représentation qu'avait léguée la modernité. Pour ce faire, il s'appuie sur un mouvement de connaissances nouvelles, qui s'enracine quand même, vous allez le voir, dans une certaine histoire. Et puis, surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne peut pas discerner à la fois les connaissances, le renouveau des connaissances, et le renouveau de la sensibilité. C'est le même. C'est ça qui crée la puissance souterraine de ce récit. Alors, très rapidement, la modernité, c'est la résultante de trois facteurs. On a déjà la découverte du nouveau monde, même si elle est antérieure, de certaine manière, au développement. Elle va jouer un rôle extrêmement important, la découverte de l'Amérique. On a la physique moderne, et je vais y insister beaucoup, mais on a aussi les guerres de religion. Et ce qui a créé la modernité, c'est la convergence de ces trois lignes de force.
très rapidement, pour que vous compreniez mieux les enjeux modernes, je vais vous rappeler ce qu'il en était du cosmos, selon les Grecs, parce que sinon on ne comprend pas bien ce qu'a apporté la modernité. Il faut comprendre ce qu'a apporté la modernité pour comprendre qu'on est en rupture avec elle. Mais si vous voulez, pour les anciens, l'univers est un, il est hiérarchique, il est saturé de sens, et au sein de cet univers ancien, les hommes ne font jamais que participer à la pensée. C'est le cosmos, c'est les dieux qui pensent. Et les modernes vont faire en quelque sorte exploser cette conception du monde. Souvenez-vous de Galilée avec sa lunette, regardant et montrant que la Lune a des montagnes, des vallées, des collines, et qu'en ce sens-là, elle est totalement terreuse et nullement divine. Eh bien, les modernes vont faire sauter cette conception et vont lui substituer une conception totalement tranchée. La nature n'est plus alors qu'un agrégat de particules matérielles extérieures les unes aux autres, régies par des lois simples et, pensait-on, en petit nombre. Tout d'abord la loi du mouvement, Galilée, ensuite la gravitation, Newton. Donc cette terre ainsi comprise ne peut accueillir que des animaux machines. Et de ce fait, les hommes sont totalement étrangers à cette nature. Ils sont d'un autre ordre. Et là, on a une sorte de convergence entre la science moderne naissante et la matrice biblique. C'est Genèse 1, 26-28. Dieu a créé les hommes seuls, les êtres humains seuls, à son image et à sa ressemblance, et de ce fait, ils sont appelés à dominer, à être craints des autres animaux. Vous avez la convergence totale de ces deux choses, ce qui donne la force énorme de la modernité. Évidemment, l'homme, par son intériorité, par le fait qu'il est inséparable de la flèche du temps, etc., par le fait qu'il pense, qu'il dispose d'une intériorité, est totalement étranger à cette nature. D'où l'idée selon laquelle l'humanité ne peut se réaliser qu'en s'arrachant à la nature, puisqu'elle lui est en quelque sorte tout autre. Là, pour le coup, on a affaire à un mythe scientifique. Et ce mythe scientifique a été détruit par trois assauts. Trois assauts provenant grosso modo de la biologie elle-même. Le premier assaut, c'est Darwin. Évidemment, Darwin reprend l'homme sur Sirius et le ramène sur Terre. Les êtres humains constituent une espèce naturelle, fruit de l'évolution naturelle des espèces. Ils ne viennent pas d'ailleurs. Ils sont totalement terrestres. Deuxième assaut, beaucoup plus récent, c'est celui mené par l'éthologie dans la seconde moitié du XXe siècle. L'éthologie nous a montré que les êtres humains ne se différencient pas par nature, mais par degré des autres animaux. Les animaux communiquent tous, manient tous des outils, possèdent une culture, pour certains un sens moral, etc., etc. Rien de ce que les classiques croyaient être propre aux humains et aux seuls humains ne leur est en réalité propre. En fait, chaque fois, on a une différence de degré sur un domaine donné. Mais on n'a pas, encore une fois, l'humain d'un côté, le non-humain de l'autre. Et plus récemment, et c'est encore en cours, vous avez la révolution de la biologie végétale. Jusqu'à il y a peu, nous nous imaginions que les plantes relevaient d'une espèce de règne inférieur du vivant. Elles étaient une espèce de lumpenprolétariat des animaux. Et grâce à la photosynthèse, eh bien, elles leur fournissaient
leur énergie. Et ce n'est absolument pas le cas. Toutes les fonctions propres aux vivants, les plantes les exercent. En plus, avec en prime, la photosynthèse. Les plantes communiquent, les plantes s'adaptent, les plantes peuvent leurrer leur proie ou leurs prédateurs, élaborer des stratégies, communiquent, etc. Toutes les fonctions vitales, devrais-je dire, évidemment, sont aussi des fonctions végétales parce qu'elles sont vitales. Et la conclusion de ces trois révolutions, c'est que nous faisons partie intégrante du vivant, nous sommes interdépendants du vivant, et nous ne pouvons vivre qu'avec d'autres vivants. Et on va voir dans le détail un petit peu ce que cela signifie. Alors évidemment, on découvre ça au moment où on a atteint un degré extrêmement avancé de destruction des populations et des espèces sauvages. On parle beaucoup du climat. On a raison, le climat c'est important, mais le climat, ça n'est jamais que les conditions optimales pour l'existence, à un moment donné, d'un certain type d'espèces. Donc, sauver le climat en détruisant la biodiversité, comme nous incite le dernier rapport 1,5 degré, et déjà, en fait, le 5e rapport de 2013, c'est pas forcément génial. Et si je regarde sur le plan du vivant aujourd'hui, et si je voulais comparer l'état du vivant aujourd'hui sur cette planète à la hiérarchie des risques en matière nucléaire, je vous dirais qu'en matière de population vivante aujourd'hui, nous sommes déjà au début de la fusion du cœur. Et bien pourtant, c'est maintenant que l'on découvre ça. Alors, du coup, si vous voulez, ça touche tous les domaines. Cette réinsertion des hommes au sein du vivant s'exprime partout et touche tous les domaines. Aujourd'hui, vous avez un mouvement vraiment international, assez puissant, en faveur des droits de la nature. Et les colloques entre juristes sur les droits de la nature ne cessent de se succéder. Aujourd'hui, on va essayer de repenser des modèles économiques complètement différents. On parlera d'économie symbiotique, d'économie régénératrice. Mais en tout cas, c'est la même chose. L'idée, c'est d'imiter dans nos activités économiques le vivant. C'est de s'inspirer de la logique du vivant, et je m'empresse de dire, très peu compétitive. Ça, c'est le joli livre de Gauthier Chapelle et Pablo Servigne, et oui, je crois que c'est que les deux, sur l'entraide, où un siècle après, ils refont ce qu'avait fait Kropotkin, mais avec les savoirs contemporains. La symbiose, la coopération, l'entraide sont le fondement du vivant. Nos cellules sont le fruit de coopération. Et ce qu'on appelle la compétitivité, ce qui va se traduire par la logique proie-prédateur, elle est bien évidemment existante dans la vie, j'y reviendrai tout à l'heure, mais elle est une couche supérieure, et en tout cas, auquel le vivant ne recourt que de façon parcimonieuse, parce qu'elle est très dangereuse et très coûteuse. Or, en revanche, dans notre société, on a fait de la compétitivité le ressort unique, en tout cas, au moins, de la vie économique. Mais comme vous le savez, ça dépasse largement la seule vie économique. Et là, au contraire, c'est l'idée de construire une économie qui repose sur la coopération, la mutualisation, etc. Alors, ça emporte l'économie circulaire, le fait de biosourcer un certain nombre de matériaux, etc. C'est assez intéressant. On a la même chose avec la permaculture ou l'agroécologie. L'idée qui est au cœur de l'une et de l'autre, d'ailleurs, c'est très semblable, l'une est une partie de l'autre, eh bien, ça n'est plus de cultiver en rupture, mais d'imiter dans les cultures le principe même des écosystèmes, c'est-à-dire la complémentarité des espèces qui les composent. C'est le principe même de l'agroécologie qui comprend l'agroforesterie, la permaculture et différentes modalités. Sur le plan des techniques,
On va du low-tech à l'ingénierie écologique, etc. C'est-à-dire, là encore, une espèce de biomimétisme généralisé. Du côté de la santé et du bien-être, alors on redécouvre encore, vous avez plusieurs papiers publiés dans Lancet, dans Nature, etc., qui nous montrent que la présence de la diversité du vivant était à la fois essentielle au bien-être, mais même à la santé. Quand vous analysez deux cohortes d'individus, l'une dans un milieu complètement minéral et l'autre dans un milieu marqué par la présence de la diversité du vivant, eh bien ces deux cohortes ne présentent pas les mêmes statistiques, par exemple en termes de maladies et même en termes de délinquance. Ça, c'est fondamentalement important. Vous avez, alors les Japonais sont très friands de ça depuis très longtemps, la sylvothérapie, mais par exemple, vous avez ça se multiplie, c'est le cas à Lausanne, mais souvent on ne réveille plus les comateux avec des machines sophistiquées, on réveille les comateux en les mettant dans un jardin. Tout simplement parce qu'un jardin sollicite toute l'épaisseur de votre système psychocorporel. Ce qu'une machine ne parviendra jamais à faire. Petite anecdote, une équipe de la RTS fait un reportage là-dessus et ils vont dans un de ces jardins thérapeutiques et là on leur apporte quelqu'un qui est pas, enfin on apporte dans le jardin quelqu'un qui n'est pas un comateux à proprement parler, qui est quelqu'un qui est dans une espèce d'état végétatif, c'est un homme d'une cinquantaine d'années et qui a le regard rivé sur ses pieds. C'est l'hiver et d'un seul coup il se met à neiger et la chute des flocons sur sa peau lui font lever la tête et regarder le ciel. La simple chute des flocons sur la peau. On redécouvre les petits collectifs. Je vous ai rappelé tout à l'heure que finalement, durant tout le procès d'hominisation, on était sans cesse en relation avec le milieu et au sein de petits collectifs. La spiritualité elle-même, aujourd'hui, vous regardez Laudato Si, le pape François s'inspire en fait des orthodoxes et remet au centre de sa théologie ce qu'on appelle le panenthéisme. Ce n'est pas le panthéisme, c'est le fait que Dieu soit présent dans chaque chose. Et vous avez une vogue aujourd'hui énorme du chamanisme, et même parfois chez les acteurs qui ignorent la sensibilité qui est en train de se développer chez eux. Du côté des arts, on a la même chose. Là, je fais publier au PUF un magnifique livre qui s'appelle « Renaissance sauvage », où vous verrez comment aujourd'hui l'esthétique contemporaine est inséparable d'un remaillage avec le vivant, avec le milieu. Alors, est-ce qu'on a affaire simplement à deux récits totalement antagonistes? Est-ce qu'il y a... Apparemment, ils sont totalement contradictoires. Donc, on a l'impression qu'on ne peut pas trouver de moyen terme. Certes, mais en même temps, il y a au moins des choses qui sont très ambivalentes. Et il y en a une, à mes yeux, qui est extrêmement ambivalente. Alors, j'espère que je ne vexerai personne, ce n'est pas une critique, mais à la fois la sensibilité à la cause animale est vraiment quelque chose qui exprime très fortement une ontologie nouvelle. Nous ne percevons plus le donné naturel comme devant être, par définition, exploité et transformé. Et la sensibilité aujourd'hui assez forte à la cause animale est une expression, me semble-t-il, de cette ontologie nouvelle. Mais en même temps, et si on la pousse un peu, si on la pousse par exemple du côté vegan, eh bien je dirais que là on va trouver une espèce de moyen terme, une espèce d'intermédiaire, on va retrouver un lieu où ces deux récits quelque part se croisent. Parce que si je radicalise vraiment, je vais refuser l'élevage. Je vais même, à la limite, refuser la présence d'animaux domestiques parce que je serai toujours soupçonnable d'une certaine forme d'exploitation. Et chez certains éthiciens aujourd'hui,
on va même jusqu'à condamner, ça c'est un comble je trouve, jusqu'à condamner la prédation. Alors, évidemment, pas entre êtres humains et animaux, mais entre les animaux. Et là, on a en fait une logique totale d'arrachement parfait à la nature. On a une négation de ce qui est structurant, même si, je vous l'ai dit, ça n'est qu'une sorte de superstructure, à savoir la relation proie-prédateur. On voudrait une nature sans proie et sans prédateur. Alors, que tirer de cette croisée des chemins possible? J'ai peur que ce soit une fausse croisée et que ça tire du côté d'une logique d'arrachement et peut-être dans une certaine forme d'inconscience. Alors, pour finir, quid de ces deux récits? J'ai la faiblesse de penser, je n'ai pas d'argument, je peux le faire à l'oral, mais enfin après dans les questions, mais j'ai la faiblesse de penser que le scénario mainstream n'est pas soutenable. Pour toutes sortes de raisons. Et je dirais même qu'aujourd'hui, il débouche sur une crise gravissime des démocraties. Et que cette crise, peut-être, enfin en tout cas, si elle se prolonge, c'est déjà une dynamique d'effondrement. Un effondrement qui est d'abord moral, avant de devenir physique. Donc effectivement, j'ai plutôt tendance à penser que c'est le second récit qui va finir par devenir largement structurant, même si au jour d'aujourd'hui, il est minoritaire et sans argent par rapport à des puissances techniques, industrielles, financières, qui sont d'un tout autre ordre. Je vous remercie pour votre patience.